Oui, donc j'ai pensé que vous n'étiez peut-être pas tous familiers de la manière dont fonctionnait la sélection, la création variétale. Est-ce que je me trompe? Non. Donc je vais passer un petit peu de temps à expliquer la création variétale classique. Ensuite, comment cette création variétale classique propose de s'adapter pour répondre aux enjeux de la transition agroécologique. Et puis ensuite parler d'autres approches qui sont vraiment, qui relèvent plutôt d'un changement de paradigme, qui vont être basées sur réintroduire la biodiversité dans les champs et avec des approches participatives. Tout d'abord, juste pour se représenter, donc j'imagine que vous êtes plutôt écologue ou enfin que vous avez aussi des connaissances en génétique des populations ou pas trop. Donc en fait, historiquement, ça fait des milliers d'années que les hommes sélectionnent les variétés et jusqu'au début, enfin à la fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle, c'était les paysans qui ont fait tout le travail de domestication, de sélection des variétés. Et comment ça se présentait? Chaque paysan, dans son champ, il utilisait son champ pour produire une espèce, des fruits, des légumes, des grains. Il pratiquait aussi une forme de sélection pour choisir les épis, les semences qu'il allait ressemer l'année suivante. Et puis, finalement, à travers des échanges de semences entre voisins, le fait d'aller acheter des semences au marché, de les mélanger, etc. Eh bien, sur l'ensemble de ce fonctionnement-là, ça permettait aussi la conservation de la diversité de l'espèce cultivée. Et puis, donc là, raccourci rapide, mais au début du XXe siècle, spécialisation de certains agriculteurs dans le travail de sélection, redécouverte des lois de Mendel, compréhension de l'hérédité. Donc on se met à faire des croisements, à comprendre comment on peut fixer des caractères dans les variétés, etc. Et donc résultat, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec un paysage complètement compartimentés où les trois rôles dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont répartis à trois niveaux complètement différents. Donc les agriculteurs, ils se contentent maintenant de cultiver pour produire. Je ne suis pas au bon endroit. De cultiver pour produire dans leur champ, mais chaque année, ils vont acheter les semences des variétés qui sont créées, qui sont développées par les sélectionneurs et qui sont disponibles. Sont les sélectionneurs qui vont créer toute la nouveauté, tout le développement de nouveaux génotypes. Ça va se faire chez les sélectionneurs qui font un certain nombre de croisements pour créer les nouvelles variétés. Et ça, on sait que ça restreint, on voit là que ça restreint un petit peu l'endroit, le compartiment dans lequel se fait la création, l'innovation génétique, mais ça restreint d'autant plus qu'il y a ensuite, concentration des entreprises de sélection et qu'on se retrouve maintenant avec quelques entreprises géantes au niveau mondial qui vont développer des variétés, des gènes avec l'idée de les commercialiser à l'échelle mondiale et non plus dans un petit secteur. Et puis finalement, la conservation de la diversité, elle se fait dans les banques de graines. Donc au moment où il y a eu le remplacement des variétés paysannes par les variétés élites améliorées, il y a des scientifiques qui se sont dit oups, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose, qu'on garde une trace, et donc qui ont collecté des échantillons de ces semences-là, et elles sont conservées dans des chambres froides, donc c'est ce qu'on appelle les ressources génétiques. Et là, l'idée, c'est de conserver à l'identique. On veut pas que ça bouge, on a collecté, et c'est un petit peu comme un musée, et on va piocher dedans quand on a besoin, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose pour les variétés modernes. Donc, en termes d'évolution, c'est aussi important de réaliser que du coup, toute l'évolution, elle se fait ici. Donc, on a pu toute l'interaction qu'il y avait avant dans les champs des paysans, dans plein d'environnements différents, l'interaction entre ces plantes-là, ces populations, et puis les environnements locaux, les pathogènes, etc. Toute l'évolution, elle se fait là, et donc ça
ça crée vraiment une forme de goulot d'étranglement. Alors, voilà aussi ce que vous avez besoin de savoir. Donc, la modernisation agricole, c'est une espèce de coévolution entre les pratiques agricoles, agronomiques, donc mécanisation, produits chimiques, et puis l'amélioration génétique. On va créer des variétés qui poussent dans ces conditions-là, qui sont bien adaptées. Par exemple, tout ce qui est céréales, eh bien avec la maîtrise de la synthèse des engrais minéraux au début du XXe siècle, on va, pour que ces engrais soient valorisés, il nous faut des pailles qui soient beaucoup plus courtes, parce que sinon les plantes elles tombent par terre, elles ne tiennent pas debout, et en plus elles ne valorisent pas bien, elles n'envoient pas tout ça bien dans le grain, donc on raccourcit les pailles, on cherche des gènes de nanisme, et donc il y a une coévolution entre ces deux choses-là. Et puis aussi le type de variété va changer, donc ça c'est important, Sébastien l'a évoqué, mais le raisonnement ça va être dans un champ, si j'ai une population, il y a forcément un génotype, un individu qui est meilleur que les autres. Et ce qu'il faudrait, c'est que je puisse avoir ce génotype meilleur multiplié à l'identique qui pousse dans tout le champ, voire que je puisse vendre à tout le monde. Donc le paradigme, ça va être, on va chercher le meilleur, à identifier et fixer le meilleur génotype possible, et puis à le vendre ensuite comme variété. Donc pour les espèces qui s'autofécondent naturellement, on va faire des lignées pures, je ne vais peut-être pas entrer dans le détail, et puis pour les autres, des hybrides F1. Et en plus, en homogénéisant ces variétés, eh bien, ça permet, quand on les évalue, de pouvoir vraiment bien les différencier les unes des autres, et puis chercher celle qui va être un tout petit peu meilleure que les témoins. Et donc ça va être renforcé par la réglementation. Parce qu'au sortir de la guerre, on a besoin que l'agriculture, elle produise, elle nourrisse la population. Et donc, il faut que les agriculteurs, ils abandonnent leurs petites variétés pas très efficaces pour adopter les variétés élites améliorées. Et donc, pour cela, on va réaliser des épreuves. On va dire que pour pouvoir commercialiser une variété, il faut qu'elle soit inscrite au catalogue. Et pour être inscrite au catalogue, il faut qu'elle ait passé des épreuves. Deux types d'épreuves. L'une, distinction, homogénéité, stabilité, ça réfère à ça. Il faut qu'on soit bien homogène, que tout le monde soit pareil, pour pouvoir bien la distinguer. Et puis parce que ça, c'est aussi ce qui permet la propriété intellectuelle sur les variétés. Et puis il faut aussi qu'au niveau agronomique, elles soient meilleures que les autres. Donc on les compare à nos témoins et dans des essais. Et puis on évalue la valeur agronomique et technologique et on vérifie qu'elles sont un petit peu meilleures, et donc pour ça il faut avoir des stations expérimentales avec des conditions homogènes, optimales, et puis qu'on vérifie que le potentiel de la nouvelle variété candidate, il est bien un petit peu supérieur à ce qui existait. Voilà, donc on voit là qu'il y a une spécialisation des tâches, et puis que les agriculteurs deviennent juste les usagers des semences. Donc on a, comme disait Sébastien, une uniformisation des paysages avec une diminution du nombre d'espèces cultivées. Donc ça n'a pas tellement à voir avec la sélection, mais c'est la simplification des systèmes agricoles. Une diminution de la diversité à l'intérieur des variétés, avec ces variétés qui deviennent complètement homogènes. Et puis aussi entre les variétés, puisqu'elles sont toutes sélectionnées pour répondre aux mêmes conditions qui sont les conditions d'agriculture intensive et productiviste. Alors, j'ai encore combien de temps ? Vous avez encore un quart d'heure. D'accord. Donc, je peux expliquer un petit peu plus quand même pourquoi cette diversité des espèces cultivées, qu'on va retrouver dans les paysages, c'est important en termes de durabilité de l'agriculture en termes de durabilité de l'agriculture. Donc, je prends un exemple, le blé. Alors, je suis un peu monomaniaque sur le blé, donc je vais souvent prendre le blé comme exemple, mais d'ailleurs comme Sébastien. Et donc, mais bon, pourquoi ça vaut le coup ? Mais parce que le blé, en fait, si on regarde dans certaines zones, vous vous promenez dans les champs, et en fait, vous allez voir un tiers des champs, c'est du blé. Donc, les départements qui sont en vert clair ou en vert foncé, ils ont plus d'un tiers de blé dans ces paysages. Donc on peut imaginer que ça va quand même impacter énormément
les interactions que ces champs vont avoir avec l'ensemble de l'environnement, les pressions qu'ils vont exercer sur les pathogènes, et puis aussi ces champs-là de blé, ils vont être cultivés avec certaines pratiques qui vont se répéter, et elles aussi, elles vont impacter énormément les bioagresseurs, etc., qu'on cherche à éliminer. Donc on a travaillé un petit peu aussi à regarder à l'intérieur de ces champs de blé quelle diversité génétique ça pouvait représenter. Donc ça, il y a Robin Goffo qui est dans la salle qui a travaillé avec nous là-dessus. Et donc on a voulu essayer de caractériser la diversité qu'on trouvait dans ces paysages donc à dominance de blé, en allant au-delà de juste compter le nombre de variétés qu'on pouvait trouver dans un département. Ça, parce que ça, c'est vrai que c'est l'indicateur que donnaient les sélectionneurs, et pour dire, vous voyez, il y a de plus en plus de variétés qui sont inscrites au catalogue, donc la diversité augmente, donc tout va bien. Alors nous, on a regardé en utilisant des marqueurs génétiques au niveau du génome, en croisant donc la diversité génétique des variétés et leur fréquence dans les paysages, ainsi que la diversité à l'intérieur de ces variétés. Si c'est une variété population, comme c'était le cas au début du siècle, ça c'est une échelle de temps de 1910 à 2006, eh bien on a plus de diversité dans un champ que si c'est une variété lignée pure. Et donc on voit qu'on a des tendances qui sont quand même assez différentes, avec notre indicateur qui intègre la répartition des variétés dans le paysage, leur ressemblance génétique et la diversité génétique à l'intérieur de ces variétés. On a une chute ici. Je crois que j'ai des explications après. Donc on a une chute ici, là, jusque dans les années 70, c'est le remplacement des variétés de pays, variétés population par les lignées pures. Et puis là, c'est la prédominance de quelques variétés phares pratiquement dans toute la France. Ensuite, on remonte un petit peu sur un plateau, et puis on voit que ensuite la sélection, bien qu'elle continue à créer de plus en plus de variétés, eh bien, le plateau tend à diminuer et puis à chuter au niveau de leur, en lien avec leur ressemblance génétique, et puis avec aussi une uniformisation encore plus forte entre les départements. Alors on a continué le travail qu'on avait fait donc, avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. On a continué ça en creusant un peu plus les années 80-2006. Et donc là, on montre vraiment que les zones ici, en vert, où le nombre de variétés tend à augmenter et où elles tendent aussi à être mieux réparties dans l'espace, il y a moins de variétés dominantes, et c'est également des zones où par contre, il y a une réduction de la diversité génétique parce que ces variétés, elles se ressemblent de plus en plus, en lien avec le processus de sélection. Et puis, tout récemment, donc juste en ce moment, on a un stagiaire M2 qui a travaillé sur la diversité fonctionnelle, Jérémy Desormeaux. Et donc, on a regardé différents traits, la manière dont la diversité des traits, des caractères de ces variétés était déployée dans les paysages, en prenant ici, donc là c'est un exemple pour la hauteur, donc ici on a la moyenne pondérée des hauteurs des variétés dans les paysages, et puis ici la variance pondérée dans les départements. Et donc c'est des catégories de hauteur, plus c'est grand, plus c'est haut, et plus c'est petit, plus c'est court, et de 1980 à 2015. Et donc qu'est-ce qu'on voit sur la hauteur? On voit que dans les années 80, il y avait encore dans les zones avec pas mal d'élevage des agriculteurs qui cultivaient des variétés à paille un peu plus haute. Et puis là, dans les années 90, tout le monde se met à cultiver vraiment, enfin dans tous les départements, on a le même profil de hauteur de plantes. Et si on regarde ici la variance à l'intérieur des départements, on est vraiment tout près de zéro. Donc on a aussi à l'intérieur des départements les mêmes types de variétés qui sont cultivées par tous les agriculteurs. Donc, on traverse toute la France, donc il y a peut-être 400 variétés qui sont cultivées, mais en fait elles ont toutes presque plus ou moins la même génétique, et ça se traduit toutes par des hauteurs, à 10 cm près, elles ont toutes la même hauteur. Donc ça, quelque part en termes de biodiversité, pour accueillir des araignées, des carabes, pour interagir avec des pathogènes et tout, ça paraît un petit peu inquiétant. Et donc,
qu'est-ce qui fait goulot d'étranglement sur la diversité qui est déployée dans les champs? Donc il y a effectivement la sélection, et c'est là-dessus que je vais revenir, mais nous, en faisant ce travail sur la diversité dans les paysages, on a identifié qu'il y avait aussi d'autres goulots d'étranglement, bon, le catalogue bien sûr, mais aussi les coopératives. Comment les coopératives choisissent, parmi toutes celles que les sélectionneurs développent, les quelques 10 ou 15 variétés qu'elles vont offrir à leurs agriculteurs dans un département, dans une zone donnée. Voilà, alors maintenant je reviens sur la sélection, et donc je réponds un petit peu à la demande du séminaire d'aujourd'hui. Donc comment cette sélection, moi que j'appelle classique, parce qu'en fait quand tu dis traditionnel, ça me perturbe tout le temps, parce que pour moi c'est la sélection classique, parce que traditionnel ça fait penser à agriculture traditionnelle. Voilà. Donc, la sélection classique dont j'ai parlé avant, elle se dit, c'est vrai qu'il y a une nouvelle demande qui émerge, c'est l'agroécologie. Alors comment elle perçoit ça? L'agroécologie, c'est quoi? C'est des nouvelles pratiques, donc des rotations différentes, des cultures mélangées, etc. Réduction des intrants, c'est l'agriculture biologique. Donc pour nous, c'est quoi? C'est des nouveaux critères de sélection. Mais je change les critères de sélection, mais je ne change pas ma manière de faire. Enfin, disons que je continue à améliorer les techniques, les méthodes de sélection, mais je reste avec une évaluation centralisée en station expérimentale ou maintenant en conditions très très contrôlées, donc avec le développement des plateformes de phénotypage haut débit. Donc on a des endroits comme ça, pas très grands, mais on peut avoir 300 parcelles, et on peut tester les variétés et les mesurer sous toutes les coutures avec des machines qui passent, qui vont les photographier, quantifier la lumière qui passe à travers, etc., toutes les 5 minutes. Donc on a des milliards de données, mais dans un endroit avec un nombre limité de variétés. D'accord? Mais enfin, ça, c'est quand même, c'est le progrès. C'est le progrès. On peut aussi améliorer en faisant la sélection génomique, c'est-à-dire en utilisant l'information génétique au niveau de tout le génome. Donc on a des marqueurs qu'on peut... Maintenant, on peut séquencer facilement tout un génome. On a une information qui nous arrive sur tout le génome. Et on va l'utiliser associé à des modèles écophysiologiques qui disent, avec cette génétique-là, je vais me développer de cette manière-là. On va essayer de prédire les valeurs génétiques sans évaluer tout le monde. Parce que ces plateformes, elles ne peuvent pas accueillir tous les candidats. Donc on va utiliser ces approches-là pour prédire sans tout le temps évaluer, parce que finalement, ce qui coûte cher maintenant, c'est plus le phénotypage que le séquençage et le génotypage. Et puis, dernière approche, on va se dire, ah, mais mes nouveaux critères de sélection, il faut que je cherche les gènes qui codent pour ces critères-là, la résistance à la sécheresse, la concurrence aux adventices, et puis, quand je les ai trouvés, que je les modifie pour qu'ils soient plus résistants, qu'ils assimilent mieux l'azote, etc. Donc ça, c'est l'édition du génome. Et donc, ça peut conduire aussi à poser des brevets. C'est bien intéressant aussi quand on veut faire des sous. Et je vais pas vous parler de tout ça parce qu'on voit que ça, c'est juste une continuation de l'approche qui était développée jusqu'à maintenant. Alors, je vous prie de m'excuser. J'ai pas eu le temps de faire la traduction des diapos qui viennent. Je suis beaucoup dans les champs là, en ce moment. J'ai pas eu tout le temps que je voulais, mais bon, on va y arriver. Et donc, qu'est-ce que le développement de la sélection pour une agriculture plus durable ou pour une agroécologique nous pose comme défi? Alors d'abord, Sébastien l'a dit, on va remplacer les intrants chimiques par des régulations biologiques. Donc comment ça va se traduire? Tous les agriculteurs, ils ne vont pas du tout choisir tous les mêmes pratiques, les mêmes systèmes pour favoriser telle ou telle régulation. Ils vont adopter des pratiques qui vont être vraiment ancrées dans leur territoire, en fonction du climat, du sol, de leurs débouchés, de leurs objectifs, de leur organisation. Donc on va avoir des pratiques agricoles beaucoup plus diversifiées qu'en agriculture intensive, où c'est... azote, pesticides, colza, blé, colza. D'accord. Et aussi, en réduisant quand même ces intrants, aussi on va essayer de réduire par exemple l'irrigation pour préserver
les ressources en eau. Donc on va être dans des conditions environnementales plus variées et souvent plus stressantes. Donc tout ça mis ensemble, ça se traduit par le fait que nos génotypes, enfin nos variétés, quand on les met dans tous ces environnements-là, ils ne réagissent pas tous de la même manière. On a ce qu'on appelle des interactions entre les génotypes et puis les pratiques et les environnements que là j'ai résumés en sol et climat. Et du coup, s'il y a ces interactions-là, ça veut dire que les mêmes génotypes, donc ici c'est les rangs des génotypes qui ont le meilleur rendement, c'est les 5 premiers génotypes en rendement en conventionnel et ici en organique, en bio, pardon. Et donc on voit que les 5 meilleurs ici, ils peuvent être les derniers, les plus mauvais en agriculture bio, juste à côté. Donc ça, c'est les interactions génotype-environnement. Donc on ne peut plus se dire on va évaluer tout de façon centralisée et puis ensuite ces variétés-là, elles vont être bonnes partout. Il faut vraiment décentraliser la sélection dans les différentes fermes avec les pratiques, les climats, les milieux et tout ça. Et puis l'autre chose qui va se passer, c'est que quand on a moins de protection, et également de toute façon pour tout le monde avec le changement climatique, on sait que d'une année sur l'autre, on a des conditions qui sont climatiques, environnementales, qui sont plus variables et qu'on ne sait pas prédire. Et pour ça, nos variétés, on va avoir besoin qu'elles aient une capacité à tamponner ces variations-là. Et donc ça, je ne reviendrai pas dessus parce que Sébastien, il a très bien expliqué pourquoi l'hétérogénéité des mélanges ou des populations, ça peut permettre de stabiliser, de tamponner, de procurer une résilience face à ces variations non prédictibles. Et ça va nous conduire à sélectionner pour des populations. Et donc là où c'est intéressant, c'est que ça, c'est les écologues ou les agronomes qui disent ça, mais les paysans qui sont en bio depuis longtemps, tous, spontanément, ils ont été vers des mélanges ou vers des populations. Et quand on discute avec eux, ce qu'ils disent, c'est que ça ne donne pas un rendement meilleur, mais ça permet d'éviter l'accident avec un climat, une séquence climatique particulière. Donc on a dit décentraliser des populations. Et puis la dernière chose, c'est que ces variétés, on veut aussi qu'elles soient ancrées dans un territoire avec des chaînes des petites échelles, des productions et des commercialisations à petite échelle. Et pour ça, donc, ça va être important d'incorporer également les connaissances des acteurs. Donc on pense évidemment aux paysans, mais ça peut être aussi les gens qui vont transformer, les boulangers, les meuniers, les consommateurs, les citoyens. Et donc on va aller vers des approches participatives. Alors, si tout le monde n'est pas forcément habitué à cette notion de recherche participative, recherche participative ou science participative, on l'entend souvent pour des tas de choses. Et donc moi, là, je vais parler vraiment de sélection ou de gestion de la diversité participative. C'est un petit peu différent. Donc ça implique les scientifiques et puis les différents acteurs dans cette gestion de la diversité et amélioration des plantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce processus, le principe, c'est que tout le monde va prendre des décisions à toutes les étapes de façon collective. On n'est pas dans une approche où il y a les paysans des gens qui vont collecter les données et puis d'autres qui vont les analyser et ensuite les redistribuer. On va vraiment décider ensemble de quelle est la question de recherche et quel protocole, comment on s'y prend pour arriver au résultat. D'accord ? Et donc on est aussi dans une opposition, dans tout à fait autre chose, d'un modèle de transfert de technologie, comme c'est le cas avec la sélection classique. Alors, je parle un petit peu des principes, puis vous me dites quand... Encore 2-3 minutes. D'accord, quand c'est bon. Donc, les principes de cette sélection participative décentralisée, ça va être, comme son nom l'indique, de décentraliser la sélection. Donc, on va essayer de mettre en place
des essais, donc une évaluation dans toutes les fermes avec les paysans qui sont intéressés, qui veulent développer une population adaptée à leur contexte. Et aussi, sur chaque ferme, on va essayer d'évaluer les populations qu'on va vouloir sélectionner avec les pratiques agronomiques et dans les conditions vraiment où elles vont être ensuite cultivées. C'est vraiment l'idée de la décentralisation. C'est pas qu'on va faire un petit essai complètement bichonné dans un coin où tout va être différent. C'est vraiment qu'on va les mettre à côté du champ de blé et puis on va les soumettre. Donc là, si on est en bio, il va y avoir des adventices, tout va se passer comme normalement. Et puis aussi, ce qu'on va faire, c'est remobiliser beaucoup plus de diversité génétique que ce qu'on a dans les variétés commerciales, parce que comme je vous ai dit, mais il n'y a vraiment pas ce qu'il faut. Donc aller rechercher les ressources génétiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient dans les banques de graines, des variétés peut-être qui ont été développées par des sélectionneurs bio, il y en a un peu plus en Allemagne, en Autriche, en Suisse, des variétés d'anciens d'agriculteurs qui les auraient gardées au fond du jardin, etc. Et puis, à partir de toute cette diversité, on va essayer de combiner les caractères qui peuvent être intéressants dans les différentes variétés. Donc, les variétés anciennes ou de pays, il ne faut pas croire qu'elles sont géniales et adaptées même à l'agriculture biologique d'aujourd'hui, parce que les pratiques, elles ont beaucoup évolué. Donc, il y a un besoin de réadapter, de retravailler ces variétés-là. Et donc, on peut chercher à combiner leurs caractéristiques intéressantes avec un peu plus de résistance à l'averse, etc. Soit en faisant des mélanges, soit en faisant des croisements plus ou moins compliqués en collaboration avec les agriculteurs. Je vais passer un petit peu les exemples. Si, peut-être un petit peu de... Voilà, un exemple, je prends l'exemple sur le blé de notre projet de sélection participative. Donc on a un projet qu'on conduit depuis 2006 avec le réseau Semences Paysannes en France. Et en 2013-2014, on a fait une évaluation des 10 premières variétés populations issues de cette sélection participative. On les a évaluées à la ferme, dans certaines fermes où elles avaient été développées, pour leur performance agronomique, nutritionnelle et organoleptique. Et donc, juste, je ne donne pas de résultats quantitatifs, mais pour vous représenter ce que ça donne, ici, c'est sur une ferme en bio. Donc, vous avez au milieu Renan, c'est la variété commerciale la plus utilisée par les agriculteurs bio en France. Donc, vous voyez qu'en termes de couverture du sol, c'est pas formidable. Bon, c'est une variété plus courte. Et puis là, le paysan, il y avait une visite, donc il avait quand même voulu désherber. Mais s'il n'avait pas désherbé, on verrait que Renan, il est un petit peu sous les mauvaises herbes. Et à côté, le type, la morphologie, le phénotype des variétés qu'on développe, ça n'a rien à voir. C'est des variétés qui sont presque 2 fois plus hautes, mais qui tiennent debout, qui ont aussi une diversité de couleurs, de formes dans les épis, qui vont être bien concurrentielles vis-à-vis des adventices. Et puis aussi, quand on les évalue en termes nutritionnels et organoleptiques, on voit qu'on trouve des choses beaucoup plus intéressantes et adaptées à une transformation artisanale ou semi-artisanale, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui avait été négligé pendant 50 ans, puisque toute la transformation, c'était transformation pour du pain industriel. Voilà, donc juste quelques éléments généraux de cette sélection participative. Donc on a bien des nouvelles populations qui sont développées et qui sont directement adoptées par les paysans, puisqu'elles leur conviennent. Ils les mettent même sans nous le signaler, ils les multiplient, ils les mettent dans leur champ à côté, ils les distribuent. C'est complémentaire à la conservation en banque de graines dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que là, ça ne se contente pas de stocker de la diversité. À tout moment, on crée et on renouvelle la diversité génétique, et ça en réaction aussi au changement climatique, au changement de l'environnement, à l'arrivée de nouveaux pathogènes. Donc on a bien recréé un compartiment avec une évolution de cette diversité. Et puis ce qui est vraiment important, c'est que ces collectifs, cette sélection participative, ce n'est pas quelque chose que chacun peut faire dans son coin de façon isolée. Il y a besoin de partager, d'échanger les semences, de mettre en commun cette diversité, d'échanger surtout les connaissances, les savoir-faire et entre différents acteurs.
Et puis, il y a aussi les méthodes et les outils qu'on développe au fur et à mesure. C'est important de pas que chacun recommence pas à zéro, de les partager. Et c'est incroyable également la manière dont les paysans se réapproprient et redeviennent autonomes par rapport à une gestion de la diversité à la ferme, à faire des sélections, à choisir des croisements, à maîtriser leur système. Voilà, donc ça, je vous laisse lire, mais aussi quelque chose d'important, c'est le côté impliqué des citoyens, donc qui sont là dans un champ particulier, mais les impliquer dans la recherche, dans les questions de recherche. C'est à la fois important pour les chercheurs, ça donne plus de sens aux recherches, mais ça permet aussi que la recherche, ce ne soit pas juste les scientifiques qui décident où on va, mais que ça puisse être fait en interaction avec les citoyens. Je vous remercie pour votre attention, puis je remercie tous les collègues qui ont participé à ce travail. Merci beaucoup Isabelle. Je vous invite à venir ici, comme ça on va pouvoir discuter sur l'ensemble. Moi je trouvais ça très intéressant d'avoir ces deux visions, alors un petit peu plus fondamentales sur l'apport de l'écologie et puis quelque chose de beaucoup plus en pratique avec un investissement auprès des populations, et l'apport des participatifs. Alors, sur la première partie, quand même, j'étais un petit peu frustré parce que je pensais qu'il y avait quand même beaucoup plus d'expérimentation en prenant en compte ces connaissances de l'écologie scientifique en termes de mélange d'espèces, mélange de variétés. Et en fait, vous en avez très peu parlé. Alors, c'est faute de temps ou c'est parce qu'au finalement, on n'a pas énormément de résultats sur lesquels on peut vraiment parler. Je pense qu'Isabelle, tu pourras peut-être faire une réponse complémentaire, mais l'impression que j'ai, c'est que, typiquement dans le projet Witamix dont je parlais au début, je pense qu'on est les premiers à avoir fait une grosse expérience qui prend un pool de variétés, qui fait des mélanges aléatoires et qui regarde ce qui se passe. Et il se trouve que c'est intéressant, je pense qu'il fallait le faire, mais en fait, au final, les résultats sont pas si positifs que ça, et on ne comprend pas si bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, pas positif, ça veut dire le rendement. Le rendement, voilà, on ne trouve pas des bénéfices énormes au rendement. Après, on trouve il y a des petits effets sur la stabilisation du rendement, etc. C'est pas négatif non plus, mais on n'a pas un effet génial en termes d'augmentation du rendement. Et en plus, quand on essaye de comprendre ce qui se passe, pour le moment, on va peut-être comprendre un peu dans les prochains mois, mais on ne comprend pas si bien que ça. Ça n'empêche pas que par ailleurs, il y a plein d'expériences qui soient faites, souvent avec des agriculteurs à plus grande échelle, où du coup, c'est pas des mélanges aléatoires de variétés, etc. Et ces expériences-là, elles apportent d'autres choses. Et dans certains cas, il y a des choses assez positives qui sont trouvées. Et il y a des débuts de règles d'assemblage de mélanges qui sont produites, etc. Donc il y a d'autres choses qui se passent. Mais par contre, c'est pas. Enfin, je pense qu'on est encore loin d'une compréhension de tous les mécanismes écologiques derrière. Alors, j'ai un micro. On a parlé du blé. Est-ce qu'il y a d'autres grandes cultures qui ont été testées avec ces mélanges variétaux? C'est seulement le blé. Ah, tu m'envoies la question difficile. De façon systématique, en fait, c'est vraiment la première étude où il y a eu cette approche systématique de caractériser plein de services et d'effets, et d'essayer de les relier à des niveaux de diversité, soit le nombre de variétés, soit la diversité des traits, etc. Sinon, au niveau agronomique, il y a beaucoup d'expériences où on compare, on prend 4 ou 8 variétés, on fait 1 ou 2 mélanges, et puis on compare le mélange aux variétés en pur, et ça, il y a de la littérature là-dessus, il y en a plein. En général, comme disait Sébastien, ces mélanges-là, ils sont un petit peu faits de manière intelligente, enfin, ils ne sont pas faits au hasard, et on trouve des effets, et de manière systématique, on trouve un petit effet sur le rendement, sur les résistances aux maladies, et les effets sont d'autant plus importants qu'on est en conditions sans fongicides, donc sans protection contre les maladies, en conditions plus stressantes, etc. Il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'il y a quand même un effet qui avait été très bien, enfin un effet de la biodiversité, enfin de la diversité variétale, un trachant qui a très bien été identifié par les agronomes, c'est l'effet de la résistance aux maladies en fait. Ça c'est vraiment très clair que quand on mélange des variétés qui
résistances différentes vis-à-vis d'un pathogène, d'un champignon, etc. Le mélange résiste globalement beaucoup mieux à cette maladie. Et en plus, il y a un gain de productivité. C'est-à-dire le fait d'avoir une partie des individus dans le champ qui sont plus résistants, il y a un gain de production assez sensible. Et ça, c'est quand même assez bien identifié, et c'est sans doute un des mécanismes importants. Et sinon... Oui, ça c'est vieux, ça c'est... Ça a juste 35 ans. 70, les années 70, ouais. Alors, est-ce que vous avez des interventions, questions François Léger, pour prendre le... Justement, une des questions assez essentielles, c'est qu'en fait, on parle de travaux et on parle de performance. Et bizarrement, la performance reste celle d'un modèle qui n'est ni conventionnel, ni traditionnel, ni je ne sais quoi, ni intensif, surtout pas intensif. On travaille sur des modèles qui produisent beaucoup sans doute, mais si la définition de l'intensif, c'est production importante par unité de facteur de production, c'est des modèles qui sont très peu intensifs sur le facteur de production capital, par exemple. Donc, intensif en intrant. Oui, mais on n'est pas intensif en intrant. Intensif en dépense, c'est un peu contradictoire, si tu veux. Historiquement, on avait défini l'intensif et l'extensif d'une certaine façon, qu'on a étendu par analogie entre les systèmes qui produisaient beaucoup par hectare, au fait qu'ils consommaient beaucoup par hectare, et finalement, en se glissant dans une espèce d'équation parfaite, plus d'intrants égale plus de production. Et ça rejoint un autre point que j'ai remarqué dans ton exposé. Tu nous dis, après-guerre, il fallait retrouver l'autonomie alimentaire, et donc on a fait ce progrès technologique, c'est incontestable, c'était le programme, on l'a fait. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le moment où la France redevient excédentaire, dès 1954, en céréales en particulier, le modèle technologique dont on parle, il n'existe pas encore, sauf chez quelques pèlerins du bassin parisien. Donc en fait, la reconquête de l'autonomie alimentaire de l'après-guerre se fait dans le modèle technologique précédent. Donc il faudrait peut-être qu'on arrête nous-mêmes de dire des choses qui enrichissent l'adversaire. Parce qu'on va appeler un chat un chat. Parce que la question est, quel est le modèle aujourd'hui? Quelle est la façon de penser? Pour moi, c'est un modèle industriel au sens de la définition d'un processus industriel. C'est un processus entièrement tourné vers le succès productif et pour lequel on va chercher le meilleur itinéraire, le meilleur process, pour nous en agronomie le meilleur itinéraire technique. Mais effectivement, dans cette logique-là, le meilleur itinéraire technique, c'est celui où on déduit toute l'énergie qu'on concentre dans le système vers la production. Et vers mesuré par un seul indicateur qui est le rendement. Et dans ce contexte-là, effectivement, mais c'est une tautologie. Et il faut dénoncer ce caractère tautologique si on veut aller plus loin. C'est-à-dire le système dans lequel je me débarrasse de tout le reste, le besoin d'allouer de l'énergie dans les plantes à la résistance aux pathogènes, le besoin d'allouer de l'énergie à la résistance au vent ou autre chose. C'est-à-dire, effectivement, ce système-là est nécessairement et par construction le plus efficace. Et c'est vrai que c'est une vraie inquiétude. C'est-à-dire qu'il est impératif que nous interrogions nos catégories de jugement sur ce qu'est la performance. Et c'est vrai pour les généticiens, c'est vrai pour les agronomes, c'est vrai y compris pour les écologues, je pense, parce que, quelque part, beaucoup d'études d'écologie des conditions agricoles conservent finalement, in fine, le même indicateur. La performance reste le rendement. Alors que c'est peut-être pas ce qu'on doit chercher. Oui, et peut-être. Et sur le mode comptable, je préfère pas en parler, mais puisque j'en parlerai tout à l'heure. Pour répondre à ça, donc Sébastien n'a pas parlé des expériences chez les agriculteurs. C'était quand même un volet important de Witamix. Il y a 2 années ou 3 années d'essais de mélange qui ont été faits chez les agriculteurs, avec conception du mélange avec les conseillers des chambres d'agriculture et les agriculteurs pour qu'ils soient adaptés à leurs conditions. Et maintenant, on a fait aussi un travail avec des agriculteurs bio de l'Île-de-France qu'on poursuit. Et donc là-dessus, on n'a pas regardé que le rendement. Ce qui est ressorti justement de ça, c'est qu'un indicateur important pour l'agriculteur, c'était la simplification de la gestion sur la ferme. Le fait que les mélanges, ils sont moins sujets aux maladies et que du coup, il n'a pas à intervenir. Il a beaucoup plus de temps si jamais, s'il est en conventionnel, si jamais il doit intervenir avec un fongicide ou un pesticide, il a beaucoup plus de temps pour le faire, donc ça lui donne beaucoup plus de souplesse. Il ne va pas avoir des variétés qui vont avoir des besoins très spécifiques, des stress à des moments, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit nulle part dans la littérature scientifique
et qui a émergé de ce travail, c'est que pour l'agriculteur, rien que ça, c'est une valeur ajoutée. Et puis, quand même, cette histoire de stabilité, quoi. Ça, on le montre assez bien, enfin, on décortique bien que même si les moyennes de rendement des mélanges, ils sont un petit peu, enfin pas beaucoup, supérieurs au pur, on évite. Le mélange, il est pratiquement jamais, il est inférieur à la plus mauvaise des purs, et il est rarement dans les derniers, quoi. Il est toujours soit central, quoi, soit un peu plus performant. Et Sébastien, vous avez parlé aussi de la multifonctionnalité, donc ça répond un peu à cette critique-là, c'est-à-dire l'idée que un champ, il a de multiples fonctions, entre autres des services écosystémiques. Donc peut-être vous pouvez répondre un peu plus à François Léger sur cette question-là. Finalement, est-ce que le modèle l'écologie finalement réutilise le vieux modèle, ou est-ce que non, mais moi je suis d'accord avec ce que François disait. Ça s'oppose pas, mais c'est vrai qu'on est souvent un peu obnubilé par le rendement. Et c'est vrai que même les expériences en écologie qui ont été faites sur le lien entre biodiversité et fonctionnement, au départ les gens ils mesuraient, alors c'était pas le rendement, mais ils mesuraient juste la biomasse aérienne. Alors depuis, c'est vrai qu'il y a des études qu'on creusait, qu'on regardait le système racinaire, qu'on regardait plus de choses, mais au départ on regardait la biomasse aérienne, et finalement comme caractérisation du fonctionnement d'un écosystème pour dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est un peu léger, c'est un peu... Voilà. Et après, je sais pas, pour continuer un peu dans l'analyse que tu faisais, pour moi, moi je m'occupe pas mal de sol par exemple, et un des gros problèmes c'est que on a été obnubilé par les rendements, l'accroissement des rendements, et on est arrivé dans le système industriel. Et un des problèmes, c'est que les sols, ils ont répondu à ça, mais d'une manière un peu décalée, un peu, un peu au départ cachée. Et en fait, on est dans une situation où maintenant, une partie des sols, alors je vais pas dire ils n'ont pas été détruits, mais une partie des sols se sont dégradés, on a perdu de la matière organique, etc. Et on s'en rend compte on commence à s'en rendre compte, alors bon, ça fait quelques années, mais c'est parce qu'il y a une espèce de décalage entre cette obnubilation pour la production et toutes les choses qu'on n'a pas regardées en même temps, quoi. Une question, oui, qui me traverse depuis tout à l'heure, c'est que vous parlez des espèces, des mélanges d'espèces, mais quelque part, en voyant vos photos, on a l'impression qu'on reste par contre dans le modèle du champ qui fait un nombre d'hectares considérable, où on ne sait plus où il commence, on ne sait plus où il finit, et qui, quelque part aussi, sont clairement une source de démultiplication aussi des pathogènes, puisqu'ils ont de quoi se développer, alors que j'avais compris que dans l'idée de l'agroécologie, l'idée était aussi de casser finalement les cheminements ou les trajets des pathogènes en intercalant, en changeant, en faisant des champs plus petits, etc. Mais là-dessus, est-ce que c'est d'autres expériences ? Comment vous situez ce type de réflexion sur l'organisation de l'espace agricole par rapport au choix de variétés, etc. La première chose, c'est qu'en fait, pendant tout mon exposé, j'ai fait une analogie entre les mélanges d'espèces, souvent pratiqués dans les expériences écologie, et les mélanges variétaux, avec l'idée qu'a priori, on peut trouver les mêmes mécanismes. Et ensuite, pour ce que tu disais, c'est d'autres expériences et c'est d'autres types de résultats, mais c'est des choses qui existent. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, à l'échelle du paysage, il vaut mieux pas avoir des champs qui sont trop grands, il vaut mieux avoir des bandes enherbées pour protéger les pollinisateurs et éventuellement des auxiliaires de culture. Il y a un certain nombre de résultats qui vont dans ce sens-là. Et de même, par exemple, les problèmes de pathogènes, c'est sûr que plus on a un champ de grande taille avec un seul génotype dedans, et qu'en plus ce génotype on va le retrouver dans d'autres champs de grande taille dans le paysage, plus c'est vulnérable aux pathogènes. Alors que après, en termes de pratique, ça c'est acceptable. Moi, les paysans avec qui je travaille, qui sont en bio, ils ont des champs de taille modérée avec des haies autour, et bon, il y a, je crois que c'est, la distance, elle est connue, qui est optimale pour que les auxiliaires puissent se réfugier, circuler comme ça. Mais bon, après, ils vont pas non plus faire des champs de 3 mètres carrés. Mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Les champs dans la Beauce, il y en a qui font des dizaines et des dizaines d'hectares. Dans certains pays, ils font des centaines d'hectares. Là, les champs des agriculteurs avec qui je travaille, quand ils font 1,5 hectare, c'est avec des formes. Et puis par rapport à les variétés adaptées par rapport à ça, par exemple en agroforesterie,
Donc moi, il y a des paysans qui travaillent en agroforesterie, ben aussi on se pose la question de quelle diversité. Est-ce qu'il faut une diversité un petit peu différente pour pousser sous des arbres, quoi, avec un petit peu d'ombrage. Donc c'est vrai que... Moi j'ai une question. En fait, vous avez parlé dans votre première présentation du fait que l'agroécologie c'était plus un système naturel que l'agriculture intensive. Est-ce qu'il y a des mesures pour mesurer le degré de naturel, entre guillemets, d'un écosystème? Est-ce qu'il y a des indices ou des mesures? Oui, des mesures. Et l'autre question, c'est est-ce que, ou quand vous parlez de capital naturel, est-ce qu'il y a des mesures? Parce qu'en fait, je trouve ça très intéressant, par exemple, par exemple aujourd'hui, pour limiter le changement climatique, on pense aux gaz à effet de serre, mais on sait très bien que d'autres modes d'énergie ont d'autres effets, par exemple plus de polluants, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a des mesures pour mesurer Alors, je sais pas si je reprends le micro. Oui, pour la première question, en fait, l'idée de l'agroécologie, c'est pas qu'on va cultiver des systèmes naturels. Enfin, c'est pas aussi, je sais pas comment dire. Disons que c'est un peu ça, mais c'est un peu dit comme ça, c'est un peu naïf. L'idée, c'est de trouver les bons processus écologiques dont on a besoin et d'arriver à les implémenter, les mettre en œuvre dans un champ. Et du coup, après, je sais pas, il n'y a pas un indice de naturalité. Après, on peut regarder, typiquement comme indice qui montre que le champ il fonctionne bien. Je veux dire un certain nombre de choses un peu au hasard, la quantité de carbone, de matière organique qu'on a dans le sol, parce que ça va être corrélé à la biomasse microbienne, à la biomasse de vers de terre. Regarder à l'échelle du paysage la diversité, la biodiversité, ça va être des indices intéressants. Voilà, par exemple. Et on peut regarder effectivement la quantité de services, la diversité des services qui sont fournis à l'échelle de la parcelle ou du champ. Et du coup, il y a une... Oui. Ben justement, la prise en compte des services écosystémiques, le but, c'est de réintégrer ces externalités dans la compréhension et la gestion du système, en fait. Et du coup, ce que je disais sur le capital naturel, c'est l'idée qu'à un moment donné, si on a des pratiques performantes, parce qu'il y a des hauts rendements, mais qu'en fait on a diminué la qualité du sol, qu'on a diminué le capital naturel, ben à un moment donné, ça va nous retomber dessus, parce qu'on va perdre de la production plus tard. Bonjour, c'était juste en fait pour apporter une précision. En général, les agriculteurs, alors je parle de l'Île-de-France, quand ils causent entre eux, la parcelle c'est 10 hectares. Bon, ça c'est gérer le standard. Voilà, maintenant, pour un système céréalier évidemment, c'est 10 hectares. Et ensuite, la dimension qu'il faut avoir, c'est le pulvérisateur de 28 mètres. Voilà, 28 mètres. Voilà. Non, mais oui, voilà, c'est y compris en. Oui, je suis à la DRAF, donc je suis chargé des missions, de mission agro-environnement et agroécologie, avec tout ce qui touche en fait aux mesures agro-environnementales, qui sont toutes malheureusement basées sur la notion de perte de rendement. Hein, les fameux surcoûts et manques à gagner. Bon, par contre, je porte simplement une petite réflexion. À chaque fois, c'est surcoûts et manques à gagner pour l'agriculteur. On pourrait peut-être se poser la question de surcoûts et manques à gagner pour qui? Et peut-être, par exemple, pour un distributeur d'eau. Ce serait peut-être une question qu'on pourrait se poser et qui permettrait un petit peu d'ouvrir. Mais ça, j'ouvre un petit peu le débat. Mais c'était juste pour apporter une précision. Donc c'est même avec les bio, hein, et enfin quand on met en fait des mesures réputées agroforestières, c'est un système très très fermé, très comptable. C'est juste de l'agroforesterie raisonnée en termes de production de biomasse. Donc, et par contre sur la diversité, sur ces fameux 10 hectares, ces parcelles, ce qui manque beaucoup, c'est en fait de remettre en place les continuités écologiques, voire même dans des parcelles assez grandes, d'essayer de reconstituer des haies. Oui. Alors qu'elles soient en bordure de parcelles ou en intraparcellaire.
moyennant le passage du pulvérisateur de 28 mètres. Là, vous donnez la moyenne. Moi, je parlais d'agriculteurs qui ont des pratiques qui sont vraiment très engagés sur l'agroécologie. Ouais. Donc, ils font... Souvent, vous connaissez peut-être la bergerie de Villarceau dans le Vexin. Donc, ils ont replanté des haies de façon énorme et ils ont redécoupé toutes leurs parcelles et elles ne font pas 10 hectares. Ah oui, non, mais je donnais, c'est juste en fait un ordre d'idée, même avec le GAB, même en général les agriculteurs en Ile-de-France, quand ils parlent, c'est la parcelle de 10 hectares. Voilà, la dame demandait où est-ce qu'on en est, comment résonne en fait un céréalier classique, conventionnel, même les bio, ils parlent tous entre eux la parcelle de 10 hectares, le pulvérisateur de 28 mètres. C'était à cette question-là que j'apportais. Ils n'utilisent pas le pulvérisateur, normalement. Si, il faut qu'il fasse passer le... Non, peut-être. Est-ce qu'il y a des expérimentations ou des études qui sont faites dans le domaine animal sur lesquelles vous pourriez faire des ponts entre les uns et les autres? Sur les systèmes animaux, par exemple, il y a des travaux qui ont été faits. Je suis bien placé pour parler bizarrement, parce que c'est une collègue très proche, on va dire. Des travaux qui ont été faits sur l'intérêt des cheptels multi-espèces, par exemple. Et ça repart. Enfin, c'est des recherches qui repartent actuellement et qui ont montré justement comment des cheptels multi-espèces, et là je parle juste de multi-espèces, je rejoins un peu, pouvaient avoir... Quel exemple, par exemple, de cheptels ? Par exemple, les travaux auxquels je pense, c'est les travaux sur l'altiplano andin avec des troupeaux mélangeant moutons et lamas. Il y a des travaux qui ont été faits, moi j'en ai fait à une époque où je travaillais encore, en quelque sorte, sur les successions de types de pâturage entre bovins, moutons, chevaux, pour montrer à la fois comment, finalement, en termes de dynamique des pâturages, on avait un intérêt à ce type d'association. Et puis il y a eu d'autres travaux qui ont été faits sur l'efficacité du multi-espèces en termes carrément économiques là, qui existent. Et moi, je crois qu'il y a aussi des travaux sur les troupeaux. J'ai un micro, c'est bon. Des troupeaux multiraces, enfin diversifiés au niveau des races, et qui a des résultats en termes de dynamique des maladies là-dedans. Mais je ne peux pas en dire plus. Ouais. Aux parasites. Parce que j'avais une réponse encore plus basique là-dessus, c'est que pour élever du bétail, il faut de la nourriture, et que du coup, tout ce qu'on a dit sur la biodiversité des plantes du blé, c'est vrai pour la diversité potentiellement des plantes que ce bétail va manger. Et du coup, c'est a priori, il faudrait vérifier, il faut regarder précisément ce que dit la littérature, mais c'est mieux d'avoir des vaches sur une prairie permanente avec une certaine biodiversité végétale dans cette prairie, que de les nourrir avec du soja transgénique qui vient du Brésil. Et donc tout ça, c'est évident, mais c'est la même idée, quoi.